On y est enfin. Après avoir attendu plus de 5 ans la résolution des mystères qu'entoure God Valley, le mystère s'éclaircit enfin. Tout cela grâce au flashback de Kuma, Roger, Xebec, Garp, Garling, la découverte des plus puissants personnages de l'époque, et surtout, le véritable héros de God Valley, Bartholomew Kuma. Bienvenue sur la review du chapitre 1096 de Lulusia Kingdom. Abonnez-vous à la chaîne. A l'occasion du dernier chapitre, on a fini par comprendre qu'est-ce qu'était vraiment God Valley, le jeu auquel les dragons célestes se donnaient tous les 3 ans, et c'est par l'intermédiaire du petit esclave Bartholomew Kuma qu'on découvre avec curiosité un des plus gros points noirs dans l'histoire, l'événement de God Valley. Le point qui a créé le plus d'attentes autour de ce chapitre, c'est tous les mystères et éléments que Oda nous pose sur la table, créant ainsi plus de mystères qu'il n'en résout. Mais une chose nous confirme bien nos attentes, c'est bien l'apparition de cette suite de double pages avec l'arrivée de tous les grands acteurs connus de l'événement. L'équipage des Rocks, la marine avec Garp, mais aussi Garling et l'équipage de Goldie Roger. Et ces 2 pages nous démontrent bien quelque chose d'important sur l'événement. Ce n'est pas aujourd'hui que nous découvrirons la totalité de ce qui s'est passé ce jour-là. Ce sera par l'intermédiaire de Rox dit Xebec ou bien l'utilisation du fruit de pudding pour sonder la mémoire de Garp, donnant ainsi à Barbe Noire des infos capitales sur les secrets de son île. Mais rentrons un peu plus dans les détails sur cette fameuse apparition des Rox. On a la révélation que Nyon, la vieille mamie qui était la sorte de conseillère de Boa Hancock lors de l'arc Amazon Lily, est en fait une pirate, l'ancienne impératrice d'Amazon Lily, qui est allée bien plus loin que s'occuper de son île en tant qu'impératrice. Shiki le Lion d'Or nous est enfin montré, lui qui n'était surnommé que le Lion d'Or et qui n'était apparu que lors du film Strong World. Représenté ici avec une tenue atypique, sa tenue vient nous résoudre un mystère qui a fait rage pendant très longtemps dans la communauté One Piece. L'individu que Crocus avait rencontré sur la page de couverture du chapitre 631, ce n'était pas Scooper Gaban, comme beaucoup le pensaient, mais c'était bien Shiki. Même tenue, même chevelure, le secret est résolu. Reste à voir si cet homme tiendra plus longtemps une importance dans la chronologie actuelle. Composé d'autres pirates de renom, on y voit les habituels connus comme Stussy, Barbe Blanche, Big Mom et Kaido. Et un Rox toujours dans l'ombre. Oda veut garder son personnage secret pour l'instant, et on le comprend. On nous confirme bien sur cette planche en bas à droite, bien que très difficile à percevoir sur l'image, étant caché par de plus grosses montures, Frozen, qui faisait lui aussi partie de l'équipage des Rox, lui qui suivait Big Mom partout. C'était pas confirmé totalement avant, mais pourtant logique quand on y repense à l'histoire de Big Mom et Frozen. Les deux ont toujours été liés depuis le carnage humain à l'anniversaire de Big Mom. Cette planche vient aussi pleinement nous confirmer la présence des soldats spéciaux de Moria, tels que le capitaine John et Hache d'Argent, nous questionnons encore plus sur la façon dont Moria a récupéré leurs cadavres, eux qui étaient pleinement reconnus comme des pirates de légende. De l'autre côté, la marine est présente avec Garp comme leader du groupe, toujours vice-amiral à cette époque, aux côtés de l'oublié Bogart, son éternel second, puis Garling et 6 autres chevaliers divins, une femme et un autre enfant avec une apparence particulière, et 3 autres qui sont bien plus détaillés et sur qui on va revenir plus tard dans la vidéo. Et enfin, le dernier groupe présent sur les lieux, l'équipage de Roger, qu'on connaît extrêmement bien. Chose rare et unique à ce chapitre, c'est la première fois qu'on découvre Roger portant son chapeau de paille. Il y avait déjà ce fameux moment pour la première rencontre entre Rayleigh et son capitaine, mais celui-ci était ombré. C'est aujourd'hui qu'on découvre à quoi ressemble un Roger jeune, sans sa fameuse moustache, le ramenant à l'apparence auquel Eiichiro Oda avait dessiné dans les SBS Luffy à l'âge de 40 ans et Ace à l'âge de 40 ans. Ici, Roger est clairement un mix de ces 2 illustrations, l'incarnation même de la classe. Et c'est complètement fou de voir que de si puissants personnages se sont retrouvés sur la même île et d'apprendre par la même occasion, par les dires de Roger, que Rox et Roger se sont affrontés 1 an auparavant et que c'est l'équipage de l'Euro Jackson qui s'est incliné lors de cette bataille. Mais la raison de la présence de tous ces individus dans les lieux est encore plus intéressante que ceci. On a Garp qui nous montre une obsession anormale avec le fait d'affronter Roger, qui nous questionne sur la véritable relation entre les deux, mais qui fait en même temps nous questionner sur le sens des priorités de Garp. Il s'en fout de Rox, il s'en fout de son fils, mais par contre, Roger l'intéresse énormément. Garling, lui, qui ne veut pas de dérangement dans son tournoi de Dragon Céleste, et Roger qui était lui présent pour des raisons inconnues. Mais le plus intéressant ici, c'est surtout Xebec. Quand on sait que Rox nous a été présenté comme un individu dangereux qui a brisé les tabous de ce monde,
On aurait pu y voir une sorte de bienveillance en lui en allant sauver des esclaves ou possibles membres de sa famille présents sur l'île. Mais ici, l'objectif semble être bien plus profond que ça. Song et Gar peuvent nous transmettre de par leur conversation que le joyau de la couronne serait la raison de la présence des Rox sur l'île, le trésor de la ruche ayant été dérobé par les dragons célestes. Alors pourquoi ces fameux joyaux semblent être si importants? Ce sont les attributs représentant un roi, tels qu'un costume, une couronne ou encore un sceptre. Ainsi, ce serait l'équipement pour régner sur la ruche, et ça expliquerait pourquoi lors du flashback de Kaido, Rox semblait extrêmement pressé de se rendre sur God Valley. Mais comme nous le dit Barbe Blanche, Rox semble avoir perdu de vue l'objectif, et c'est très curieux de voir que son équipage à lui a un objectif complètement contraire à ce que Rox veut. Ils sont là pour récupérer les fruits qui sont dans les prix du tournoi. Ce que Big Mom va réussir in extremis, nous expliquant ainsi bien plus le contexte de la dette que Kaido devait à Big Mom avec son fruit. Mais le point de départ de tout ça, c'est Ginny qui a divulgué, tel Morgans, les informations sur les prix, mais aussi sur la situation dans laquelle se trouvait le royaume de God Valley. La GOAT. Elle a su utiliser les plus grands pirates du monde pour créer une énorme diversion pour s'échapper. Les esclaves sont alors le point clé de cette bataille, tant sur l'évasion que sur le tournoi lui-même, qui nous est d'ailleurs bien plus détaillé. Une hiérarchie de cibles y est précisée, ainsi, de par son sang, Kuma ferait théoriquement partie des fameux lapins super rares. Mais la question qui se pose est qui sont les 12 autres esclaves super rares? Étaient-ils tous rares de par leur ethnie? Et si c'est le cas, on pourrait y voir des Lombra, des Lunaria, des géants, des Tontata, et même des hommes poissons, comme des sirènes. Ou alors ce seraient tout simplement les esclaves présentés aux côtés d'Ivankov et Ginny, des hommes poissons, et d'autres encore très flous, qui préparaient une évasion, car ayant une connaissance des finalités du tournoi, grâce à Ivankov notamment. Ginny est clairement la personne la plus importante aux yeux de Kuma, nous révélant le contenu de 2 des 6 prix du tournoi. C'est l'individu la plus maligne et intelligente parmi le groupe des esclaves. Alors, de par son ingéniosité, elle a concocté un plan pour dérober ces fameux prix, le Uo Nomi, permettant de devenir dragon azur, et le Nikyu Nomi, permettant de téléporter les autres et soi-même dans des lieux lointains. C'est elle qui vient nous confirmer que le type de fruit du démon le plus puissant n'est pas le Loga comme on le croyait, c'est les Zoan mythiques, nous expliquant ainsi pourquoi parmi les plus puissants de ce monde se tiennent autant d'utilisateurs de ce type, si rares. C'est tout simplement le plus puissant. Nous questionnant ainsi sur les 4 autres coffres présents, que contenait-il? Le Toritorinomi modèle Phoenix, futur fruit de Marco? Le Gura Nomi, futur fruit de Newgate? Ou le troisième, peut-être les joyaux de la couronne de l'île de la Ruche? Mais que contenait ce fameux dernier coffre? Alors dites-moi vos théories en commentaire. Mais moi je vois peut-être aussi le fruit de Shiki, qui n'avait peut-être pas encore été mangé. Kuma et Ivankov ayant récupéré les fruits, c'est sous leurs yeux que Big Mom vient dérober celui d'Ivankov, forçant ainsi Kuma à manger son fruit le plus vite possible. Imaginez seulement si Ivankov avait eu le fruit de Kaido. La dinguerie que ça aurait été. Mais à part Ginny, d'autres sont exceptionnels dans leur manière d'être. Parmi ces esclaves se trouve un homme qui est bon quoi qu'il arrive et qui est prêt à se sacrifier pour la survie et l'évasion de tout le reste. Un vrai soleil qui rêve grâce à son père de vivre comme Nika. Alors de par sa robustesse et les talents de voleuse de Ginny, il deviendra le véritable héros de 500 esclaves. Et même après ceci, il en regrettera de ne pas avoir pu sauver tout le monde. Un vrai altruiste qui est parmi les hommes les plus bienveillants de ce monde. Puisque même après qu'on l'ait physiquement agressé, il ira tout de même soigner ses assaillants, après que Ginny les ait blessés. Des assaillants d'ailleurs qui sont pas si insignifiants que ça, puisqu'en remerciement du traitement de Kuma, seront les futurs membres qui apparaîtront aux côtés de Geowarli Boni lors de sa première apparition sur l'archipel Shabondi. Un petit détail qui nous montre encore la maîtrise totale d'Eiichiro Oda et de son œuvre, n'oubliant pas les petits détails imprimés dans son histoire. Et c'est alors que le personnage de Kuma, que nous avons découvert avec Thriller Bark et l'arc Shabondi, nous paraît bien plus compréhensible. La Bible avec laquelle il se balade à chaque occasion et qu'il ouvre pour décider du destin est très importante. Cette Bible se présente comme un moyen de montrer une représentation de sa personnalité, sa maison étant une église elle-même. Ainsi, sur la couverture de cette Bible se retrouve une représentation du soleil, moyen habile de montrer son admiration pour Nika, lui qui l'a prématurément sauvé, lui et son équipage face à Kizaru et Sentomaru, le fils et le guerrier libérateur. Kuma possède lui les mains de la libération. Alors, juste après avoir mangé son nouveau fruit du démon, il y a un point qui me paraît très curieux.
Déjà que Saturne soit le seul membre présent lors de l'événement, pour quelle raison était-il présent tout simplement? C'est bizarre. Lui qui peut regarder l'événement qui est retransmis sur Marie-Joise. Ainsi, sa présence va encore nous démontrer l'obscurité noire qu'il a en lui, utilisant encore son regard pour agir sur un jeune Kuma, le même qui a mis hors d'état Sanji au chapitre précédent. Kuma nous démontrant donc à quel point Nika tient une importance capitale dans l'éducation de ses valeurs, et la résistance énorme qu'il possède en tant qu'enfant. Mais ce qui reste surtout mystérieux, c'est comment est-il sorti de cette situation, seul face à Saturne. En plus, juste avant, il parle de Nika, et Saturne, c'est le genre d'homme qui n'hésite jamais à tuer, qui a démontré une certaine puissance sur Egghead. Comment a-t-il pu laisser Kuma fuir, après tout ce qui s'est passé, et surtout, son sang de boucanier? Ensuite, on ne nous montre pas vraiment la manière dont Kuma a su utiliser son fruit, et surtout, où a-t-il envoyé les différents esclaves. Mais on revient plutôt directement sur le royaume de Sorbet, avec les au revoir d'Ivankov, Kuma et Ginny. Kuma dit qu'il n'oubliera jamais Ivankov. Phrase terrible, puisque nous montrons encore plus à quel point Ivankov, lors de Marineford, a dû se sentir triste de voir que Kuma l'avait complètement oublié. Eux qui ont vécu les pires atrocités ensemble, et fondé l'armée révolutionnaire avec Dragon. C'est le début de la nouvelle vie de Kuma qui viendra conclure ce chapitre, avec notamment une véritable reproduction de ce que Oda avait fait de Kuma lorsqu'il avait dessiné les Shichibukai jeunes dans les SBS, Kuma étant représenté avec des lamelles de bois au dos. C'est aujourd'hui qu'on comprend véritablement le sens de ce dessin. Et alors, le fait que Ginny reste et qu'elle ressemble complètement à Bonnie avec son attitude avec la nourriture, nous confirme que c'est véritablement la mère de Jewearly, Bonnie. Concernant les dragons célestes, il y a une certaine chose très intéressante dans ce chapitre. Déjà, c'est la première fois qu'on nous délimite quel est le nombre exact de nobles mondiaux. Étant 202 sur God Valley, c'est sans compter Im et évidemment les gens qui ne voulaient pas participer, et les enfants, qui ont dû rester sur Marie-Joise. Alors ça me permet d'estimer que les nobles mondiaux ont un nombre aux environs de 300, en comptant tous leurs membres. Ensuite, chez les chevaliers divins, on y observe lors de l'annonce dès le début du chapitre, que leurs silhouettes sont très différentes de ce que nous avait montré Dragon récemment. Sauf quelques personnages qui semblent toujours être parmi cette catégorie. On voit plus en précision plus tard, aux côtés de Garling, 3 membres de Chevaliers Divins, dont un qui nous nomme une nouvelle famille parmi les 20 fondatrices, la famille Manmeyer. Et ce qui est bizarre avec 2 d'entre eux, c'est que Mother Caramel vendait durant l'enfance de Big Mom des enfants pour le gouvernement mondial. Mais parmi tous ces orphelins, se trouvent 2 individus qui ressemblent énormément aux 2 Chevaliers Divins, surtout celui au masque. Et sachant que c'était il y a au moins 20 ans avant God Valley, ça rend cette possibilité viable. Mais là, vous allez me dire, on ne peut pas devenir Dragon Céleste si on n'est pas né Dragon Céleste. Et moi je vous répondrai tout simplement que c'est possible, si le Gorosei le veut. Car rappelez-vous qu'on avait promis à un des satellites de Vegapunk de pouvoir la gracier du statut de Dragon Céleste. Ce qui rend possible cet acte, bien que faux, surtout sur des orphelins qui n'ont aucune attache et sur qui on peut créer n'importe quoi. Ainsi, le gouvernement aurait recruté des enfants prometteurs pour les entraîner à devenir des combattants, des chevaliers divins. Ou alors c'est peut-être bien plus simple, c'est tout simplement des esclaves qui étaient très impressionnants et que le gouvernement a décidé d'utiliser. Ça expliquerait le fameux numéro 46 présent sur le masque de ce chevalier divin, représentant alors son numéro d'esclave. Bien qu'Oda ait décidé de garder le cœur de l'événement pour plus tard, l'apparence de Rox, la raison de la disparition de l'île, les confrontations et les finalités du tournoi, les dernières planches nous montrant God Valley sont encore plus folles. Roger qui dit à Rox d'attendre, et Rox qui lui dit de dégager. Nous détruisons ainsi les croyances qu'on portait. Ce n'est pas que Garp et Roger se sont alliés pour battre Xelec. Là, il semble plutôt que Garp n'était pas présent dans ce moment, qu'il était occupé autre part sur l'île. Alors, on a Xelec et Roger qui se sont alliés à ce moment, pour une raison inconnue contre un ennemi commun, que Rox était sur le point de commettre l'impardonnable. God Valley n'est pas ce qu'on croit, c'est bien plus que ça. Seulement, ce qui nous a été démontré avant, par les mots de Sengoku, n'était pas vraiment réel. La vérité ne nous a pas encore été dévoilée. La découverte des secrets de ce monde ne sont plus qu'une question de temps. J'espère que ça vous a fait kiffer une petite review sur la chaîne. Dites-moi si vous voulez en voir un peu plus souvent, ou pas du tout en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne de Lulusia pour rejoindre le royaume et pour nous soutenir à payer le fameux tribut céleste. Moi je vous dis à la prochaine, ciao!